On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? L'école, ce serait ce grand terrain de jeu où tout le monde part sur un pied d'égalité. Un endroit où finalement, seul le talent et le travail payent. C'est une idée très forte, très ancrée. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Cette question, elle est au cœur de tout. Et pour tenter d'y répondre, on ne va pas se fier à des impressions. Non, on va plutôt suivre à la trace un enquêteur un peu spécial, un sociologue, qui a consacré sa vie à démonter les mécanismes cachés de notre système scolaire. Cet enquêteur, c'est Pierre Bourdieu. Et justement, cette croyance que tout est une affaire de talent, de don, il lui a donné un nom, l'idéologie du don. Il a montré comment cette idée, qui a l'air juste en surface, peut en fait masquer des réalités bien plus complexes. Et pour comprendre sa pensée, il faut d'abord s'intéresser à l'homme. Pour saisir sa théorie, il est essentiel de comprendre son parcours. C'est son histoire personnelle qui éclaire sa vision si particulière, si critique du monde de l'éducation. Et c'est là que ça devient fascinant. Bourdieu, c'est un paradoxe vivant. Il vient d'un milieu très modeste, fils de facteur, et il va grimper tous les échelons jusqu'à l'élite intellectuelle parisienne. Il se décrivait lui-même comme un héritier paradoxal. Et c'est cette double casquette, ce regard à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, qui a été le moteur de toute sa réflexion. Bon, pour commencer à déconstruire ce mythe du don, Bourdieu nous invite d'abord à changer notre regard sur ce qu'est une ressource. Il nous révèle l'existence de sortes de monnaies cachées qui ont cours dans la société et surtout à l'école. D'habitude, quand on entend le nous capital, on pense tout de suite à l'argent, au portefeuille. Mais pour Bourdieu, c'est beaucoup plus large. Le capital, en fait, c'est tout ce qui peut donner un avantage, tout ce qui a de la valeur dans le jeu social. Alors, il distingue 3 grands types de capitaux. Le premier, c'est le capital économique. Ça, c'est facile, l'argent, les biens immobiliers. Ensuite, il y a le capital social. Le réseau, les contacts, le carnet d'adresses en quelque sorte. Et enfin, celui qui va nous intéresser le plus, le capital culturel, c'est-à-dire les connaissances, la culture générale, mais aussi la façon de parler, les goûts, c'est la clé pour comprendre ce qui se joue à l'école. Et voilà le point central de son analyse. Pour Bourdieu, la compétition scolaire n'est pas une course équitable. Pourquoi? Parce que le capital culturel, cette monnaie si précieuse à l'école, est distribué de façon très inégale dès la naissance. Et ce fameux capital culturel, il se présente sous 3 formes. D'abord, il a la forme incorporée, c'est celle qui est en nous, notre aisance à l'oral, notre vocabulaire, notre façon de nous tenir. Ensuite, la forme objectivée, ce sont les objets, tout simplement. Avoir une maison remplie de livres, de tableaux, ça compte. Et pour finir, la forme institutionnalisée, la plus visible, le diplôme, qui vient certifier officiellement la valeur de notre capital. Ok, donc on a les capitaux. Mais les posséder, ça ne fait pas tout. Il faut aussi savoir s'en servir, connaître les règles du jeu. Et c'est là qu'intervient la deuxième grande pièce du puzzle de Bourdieu. Un concept un peu complexe, mais essentiel pour comprendre nos réflexes et nos aspirations. Ce concept, c'est l'habitus. Alors, comment expliquer ça simplement? C'est une sorte de boussole interne, de sens du jeu, qu'on développe depuis l'enfance, au contact de notre famille, de notre milieu. C'est ce qui guide nos choix, nos goûts, nos réactions, de manière quasi automatique, sans même qu'on y pense. L'image qui fonctionne très bien pour comprendre l'habitus, c'est celle de l'iceberg. Ce qu'on voit, la petite pointe qui dépasse, ce sont nos choix conscients. Mais l'énorme masse immergée, invisible, c'est l'habitus. C'est lui qui nous fait sentir si des études longues sont faites pour nous ou pas. C'est lui qui détermine notre aisance face au code de l'école. Bon, maintenant, on a toutes les pièces en main, le capital et l'habitus. Assemblons-les pour comprendre le verdict de Bourdieu, comment le système scolaire, malgré ses bonnes intentions, peut finir par reproduire les inégalités sociales. Voilà le cœur du mécanisme, résumé ici par Bourdieu lui-même. L'école n'est pas un terrain neutre. En réalité, elle valorise une culture bien précise, une façon de parler, un rapport au savoir, qui sont ceux des classes sociales favorisées. Le problème, c'est qu'elle présente cette culture comme si c'était LA seule culture légitime, la norme universelle. Alors, ce cycle de la reproduction, comment il fonctionne? C'est assez simple, en 4 temps. Premier temps, l'école valorise un certain type de capital culturel. Deuxième temps, les enfants des milieux favorisés, les héritiers, arrivent à l'école en possédant déjà ce capital. Forcément, c'est un avantage. Troisième temps, cet avantage se transforme en meilleure note, en meilleure réussite. Et enfin, quatrième temps, le plus important, le diplôme vient légitimer tout ça. Il transforme l'avantage social en mérite personnel. Et la boucle est bouclée pour la génération suivante. Et attention, ce n'est pas juste une théorie abstraite. Quand on regarde les chiffres, les statistiques, année après année, le constat est là. On voit très clairement que les enfants de cadres ont, en moyenne, des parcours scolaires beaucoup plus longs et réussis que les enfants d'ouvriers ou d'employés. Alors tout ça, c'était il y a 50 ans.
En quoi ça nous concerne encore aujourd'hui? Quelles sont les implications de cette analyse pour nos débats sur la justice sociale et l'éducation? C'est ici qu'on revient à notre point de départ, à cette fameuse idéologie du don. Le mécanisme est redoutable. En faisant passer des avantages sociaux pour du talent naturel, le système rend les inégalités acceptables, justes même. L'échec devient la faute de l'individu, qui n'avait pas le don, et la réussite devient la preuve évidente du mérite des autres. Au final, l'analyse de Bourdieu nous laisse avec cette question, une question immense et fondamentale. Il n'offre pas de solution miracle, mais il nous force à regarder au-delà des apparences, à questionner ce qu'on entend vraiment par mérite et à nous demander ce que serait réellement une véritable égalité des chances.